La présentation durera moins. Ok. La présentation durera moins d'une heure et vous pourrez poser des questions à la fin de la présentation. Voilà, j'ai accès quand tu veux. D'accord. Merci. Le libellé de ma thèse, c'est modélisation à base d'agents de la transhumance au Sahel. La thèse suivra le plan suivant. Au départ, je situerai le contexte de la thèse ainsi que la problématique et ensuite la poursuite épistémologique de modélisation que j'entrevois durant cette thèse. Puis je parlerai des étapes de modélisation et de formalisation que j'ai eu à effectuer jusqu'à présent. Et ensuite, je terminerai par des perspectives et une conclusion. Contexte et problématique de la thèse. Ces travaux de recherche se situent dans un contexte d'estimation de gaz à effet de serre du secteur de l'élevage. Un rapport de la FAO disait que 14,5% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine étaient dues aux activités de l'élevage. Mais cette évaluation fut effectuée sur des systèmes d'élevage intensifs. Par contre, ceux sahéliens et d'Afrique subsaharienne ont un système d'élevage extensif. Selon le même rapport de la FAO, l'Afrique subsaharienne aurait un bilan carbone dû au secteur de l'élevage qui se situerait entre 27 et 41%, ce qui ferait de cette région une région fortement émettrice de gaz à effet de serre issus de l'élevage. Mais comme le secteur de l'élevage en Afrique subsaharienne est extensif et caractérisé par de fortes mobilités des troupeaux, il y a eu une étude de Azuma en 2016 qui a tenu compte de la mobilité des troupeaux dans leur écosystème. Il est arrivé aux conclusions qui disaient que l'élevage, le bilan carbone des systèmes d'élevage africains était plutôt surévalué et il fallait plutôt le revoir à la baisse. Et selon lui, ce qui émettrait beaucoup de gaz à effet de serre au Sahel, ce seraient les sols et les zones d'eau. Les troupeaux, eux, émettraient environ 11%. Et dans ce même écosystème, la végétation avec laquelle interagissent les ruminants absorberait plus de 68% de gaz à effet de serre, les sols 31%, et les ruminants eux-mêmes absorberaient 1%. Au Sahel, la forme d'élevage extensive la plus significative, c'est la transhumance. Et la transhumance est un système d'élevage saisonnier qui a pour but la recherche de pâturage dans des zones où il y en a assez, au détriment de zones où il n'y en a pas assez, ce qui conduit les éleveurs à se passer énormément en fonction des saisons et à plusieurs échelles temporelles. À l'échelle de la journée, se déplace peu, mais par contre, quand on se met à l'échelle annuelle, on se rend compte qu'ils occupent une plus grande partie de l'espace. Et lorsque nous sommes dans des années où il y a très peu de pluviométrie, qu'on appelle les années de sécheresse, se déplace encore plus. Et lorsque la sécheresse s'étale sur plusieurs années, ce qu'on appelle les sécheresses pluriannuelles, les déplacements sont encore plus grands, ce qui les amène à utiliser une plus grande partie du Sahel, les amenant aussi à utiliser des espaces non utilisés auparavant dans le Sahel. Ce qui pose d'énormes difficultés. Et il faut aussi savoir que le déplacement des pasteurs transhumants est fonction de calendrier et aussi de certains facteurs tels que la qualité des pâturages, d'accès à l'eau, de certaines conditions tels que l'accès, l'évitement de problèmes avec d'éventuels perturbateurs, des brigands, le réseau social de l'éleveur, et aussi des centres tels que les marchés qu'ils peuvent trouver sur leur passage pour vendre leurs animaux. Ce qui fait que la transhumance est parfois à chaque pays ou à chaque groupe ethnique au Sahel. Au Sénégal, par exemple, nous avons les peuples sénégalais qui ont leur propre calendrier pastoral. Il y a le calendrier de l'année qui est là, mais ils ont leur calendrier pastoral là, qui dépend en fait de la pluviométrie et des différentes saisons. Ce qui fait que le passeur peut être amené à avoir plusieurs objectifs en fait lors de son déplacement.
lorsque la saison est bonne ou lorsque la saison est moins bonne. Le passeur peut se déplacer en fonction d'objectifs que j'appelle objectifs quantifiables parce que ça peut dépendre de l'effectif de son troupeau et de l'accès aux ressources pastorales telles que la végétation ou l'eau, mais aussi l'accès aux ressources sanitaires et au marché, où il pourra vendre des animaux, mais aussi à éviter les problèmes avec les agriculteurs, des brigands, ou aussi souvent, lorsque la transhumance est transfrontalière, au niveau des différentes frontières, il y a souvent des restes au niveau des pays côtiers d'Afrique subsaharienne. Le pasteur peut aussi se déplacer en fonction de son réseau social, que je qualifie d'objectif qualitatif. Parce qu'il passe sur son réseau social parce que c'est quelqu'un qui le connaît, ou bien parce qu'il y a un événement là-bas chez un membre de sa famille. Donc, il y va. Et c'est tous ces objectifs combinés que le pasteur se déplace ou choisit son chemin, en fait, de manière multi-objective et multiparamétrique. Il dit qu'il évalue plusieurs paramètres pour savoir quel serait le chemin le plus efficient pour lui à un moment donné. Ce qui fait aussi de la transhumance un système complexe, adaptatif, et nous permet, en fait, d'entrevoir la transhumance d'un point de vue d'optimisation. Cela nous amène à nous poser la transhumance. On pourrait se dire la transhumance à chaque fois que l'éleveur se déplace avec son troupeau. Est-ce que cela l'amène à avoir un effectif plus grand de son troupeau? Quels sont les couloirs de transhumance que l'éleveur occupe? Puisque pour pouvoir donner l'interaction des troupeaux avec la végétation, il faut aussi savoir quels sont les chemins qu'il a pris et quel impact les troupeaux transhumants ont avec la végétation sur ces chemins. Et à quelle échelle modéliser la transhumance? Faut-il la modéliser à l'échelle du chemin qu'il a pris ou faut-il la modéliser à une échelle plus large de la région, du département ou même du pays? Épistémologie et modélisation. Pour modéliser les phénomènes vivants, on parle généralement de la réalité qu'on conceptualise et ensuite qu'on programme et on essaie de revenir à la réalité en suivant plusieurs étapes qui sont la formalisation, la programmation, la computation et à chaque fois, on essaie de valider ces différentes étapes. Et lorsque nous devons être à des échelles macroscopiques ou microscopiques, il faut que nous déterminions dès le départ à quelle échelle nous allons nous situer, ce qui nous permettra de savoir quel type de modèle nous allons utiliser. Surtout que nous sommes dans un cas de déplacement de troupeaux où nous pouvons être parfois à des échelles macroscopiques et parfois à des échelles microscopiques. Il faut souvent déterminer quel type de modèle nous allons utiliser, car cela pourrait nous permettre de définir plus tard nos procédures de validation de modèles, en fonction du fait que nous ayons utilisé des formalismes plutôt mathématiques ou à base d'agents, ou peut-être les deux combinés à la fois. Modélisation de la transhumance sahélienne. Partant de la problématique, nous avons décomposé ici l'étude de la transhumance à plusieurs niveaux. Nous avons effectué tout d'abord une formalisation. Nous avons analysé la transhumance sous forme systémique et approché les déplacements des troupeaux transhumants par des graphes aux échelles macroscopiques et microscopiques. Et nous avons aussi formalisé la transhumance comme un problème de recherche opérationnelle, dû effectivement aux objectifs que le transhumant pouvait avoir lors de ses déplacements. Et ensuite, à partir de ces formalisations, nous comptons aboutir à des modèles d'analyse spatio-temporelle de la répartition des troupeaux transhumants. Nous allons analyser la répartition des différents troupeaux transhumants dans l'espace en fonction des facteurs de déplacement. Et pour ce faire, nous avons besoin de connaître la démographie du cheptel transhumant. Et pour terminer avec la phase des modèles que nous comptons concevoir, nous allons continuer à étudier l'impact des troupeaux transhumants sur la végétation à une échelle de pays. Parce que pour chaque pays, les transhumants ne sont pas nécessairement tout le temps de la même ethnie. Donc, ils auront des calendriers pastoraux différents. Et pour pouvoir étudier leur impact avec la végétation, nous estimons que le calendrier pastoral et leurs habitudes de déplacement comptent pour beaucoup. Et surtout que les groupes ethniques ne sont pas uniformément répartis sur tous les sahéliens. Et enfin, nous comptons terminer par des perspectives qui pourront servir plus tard pour d'autres modèles. Vu que lors des déplacements des troupeaux transhumants, les transhumants qui soient éleveurs
ou bergers sont en interaction avec plusieurs agents, notamment des informateurs, des perturbateurs, des commerçants et aussi avec l'environnement. Nous avons établi un graphe de déplacement à l'échelle macroscopique et un graphe de déplacement à l'échelle microscopique des troupeaux. C'est-à-dire que comme nous savons que les troupeaux partent d'un terroir d'origine et ensuite ils se déplacent vers un terroir d'accueil, et ce déplacement peut s'effectuer sur une très grande distance. Ils ont alors des campements transitoires dans lesquels ils vont passer une nuit, parfois plusieurs nuits, mais généralement pas plus de 5 nuits dans ces différents campements. On peut suivre les déplacements sous forme de graphes. Donc, si on s'intéresse à la modélisation de la transhumance à l'échelle microscopique, il pourrait être intéressant d'inclure les chemins à l'échelle macroscopique, d'avoir les zones de transit. Mais par contre, si on se met à l'échelle macroscopique, on n'a pas besoin des zones de transit. On peut aller directement du terroir d'origine au terroir d'accueil du transhumant. Pour le modèle de démographie, nous avons développé deux branches. Une branche où nous allons étudier la démographie des troupeaux transhumants à partir des caractéristiques propres de l'individu. Il faut aussi souligner que pour ces modèles seront uniquement à base d'agents. C'est-à-dire que pour la première branche, nous allons prendre les animaux, où nous allons dire pour chaque animal quel est son taux de fécondité, quel est son taux de prolificité, et ainsi pour faire interagir les animaux en fonction de la pluviométrie. Parce que nous avons remarqué que en fonction de la pluviométrie, les animaux pouvaient avoir un stress qui allait réduire leur taux de fécondité et leur taux de prolificité. Pour la branche 2, nous avons choisi d'aller de partir de résultats à l'échelle macroscopique pour les atomiser et venir en fait à l'échelle individuelle. Nous allons par exemple supposer que les animaux ont un certain taux de reproduction. C'est-à-dire qu'on prend une vache par exemple, on dit que la vache, pour une année à bonne pluviométrie, une vache a un taux de reproduction de X%. Et ensuite, on ramène ça à l'individu et on essaie maintenant de faire le modèle à base d'agents à partir de ça. Et ensuite, nous allons essayer de comparer les deux résultats. Celui qu'on a fait avec les caractéristiques individuelles des animaux et celui qu'on a fait par atomisation de résultats validés à l'échelle macroscopique pour voir ce qu'on pourrait avoir. Ça pourrait nous permettre de comparer deux postures épistémologiques et savoir quelle est la plus efficiente pour le cas de reproduction d'animaux. Pour ces modèles, nous comptons utiliser ce diagramme de classe où nous avons le troupeau et le troupeau est composé d'herbivores. Et chaque herbivore est lui-même composé de bovins, d'ovins et de caprins. Parce que, en fait, les animaux au Sahel, la plupart des régions du Sahel, telles que le Sénégal, il y a très peu de troupeaux de dromadaires. Les troupeaux de dromadaires se trouvent beaucoup plus vers la Mauritanie et le Niger, mais nous sommes beaucoup plus focalisés pour le moment au Sénégal. Nous avons effectué des premières simulations et nous avons eu les résultats suivants. Là, qui nous donnent les différentes courbes d'évolution des effectifs des différents animaux. Ces résultats sont pour le moment en accord avec les observations empiriques qui disent que les chèvres, c'est-à-dire les caprins, se reproduisent beaucoup plus vite que les bovins en bleu et les ovins en noir. Et aussi la répartition par sexe des différents animaux. Mais nous avons vu dans ces modèles qu'en fait, la répartition par sexe au niveau des différents animaux évoluait au point où à un certain moment, on pouvait avoir plus de mâles dans les troupeaux que de femelles. Ce qui montre en fait que les animaux doivent être vendus vraiment très vite et que les taux que nous avons recueillis par les différentes enquêtes et entretiens ne sont pas nécessairement vrais ou en tout cas méritent d'être questionnés davantage. Parce que pour les troupeaux transhumants, il doit y avoir plus de femelles que de mâles. Donc, ce qui nous ramène à vraiment poser plus de questions au niveau de l'exploration. La deuxième branche où nous allons partir des modèles validés à l'échelle macroscopique pour les atomiser, revenir à l'échelle microscopique est en cours de conception. Nous nous sommes ensuite intéressés directement à la répartition spatio-temporelle des troupeaux transhumants et leur impact sur la végétation. Nous aurions dû faire cela au dernier moment, mais j'y ai pensé beaucoup plus vite que le modèle d'analyse, en fait,
des troupeaux de déplacement des troupeaux transhumants en fonction des différents facteurs de mobilité. Parce que ce modèle-là est fait à une échelle assez globale, qui se rapproche du formalisme que j'ai étudié tout le temps à l'université. Donc, parce que dans ce modèle-là, j'ai étudié beaucoup plus de formalisme en lien avec les mathématiques et beaucoup moins individualiste tels que les IBM. Comme condition initiale, nous avions une connaissance claire de la zone d'étude, parfois appelée zone atelier, du groupe d'éleveurs. On s'est focalisé sur la zone du Ferlo, zone d'origine Ferlo, zone d'accueil bassin arachidier. Les éleveurs qui effectuent la transhumance dans cette zone-là, ce sont les Peuls sénégalais. Et nous connaissions également leur calendrier pastoral. Et nous avons simulé en fait le réseau social de chaque éleveur dans la zone. Comme hypothèse de modélisation, nous avons supposé que le chemin de transhumance entre les terroirs d'origine et les terroirs d'accueil, il ne manque pas de végétation. Parce qu'on sait que pour la transhumance, l'éleveur se déplace pour pouvoir nourrir son troupeau. Donc, il ne choisira pas un terroir d'accueil tout en sachant que sur le chemin, il n'y aura pas de végétation sur ce chemin. Et sa date de départ est choisie de telle sorte qu'il puisse avoir la végétation, ce qui nous permettait de valider l'hypothèse 1. Pour l'hypothèse 2, vu que nous avions un espace de simulation dans les pas d'obstacles, nous avons supposé qu'une certaine proportion de la végétation, en fait, pouvait être pâturable et qu'une autre proportion ne pouvait ne pas être pâturable. Et cela aussi nous permet de tenir compte des pertes de biomasse dues notamment aux termites et autres insectes qui pourraient consommer également de la végétation à côté des bovins. Et pour ces modèles, nous avons utilisé des sous-modèles tels qu'un modèle de dynamique des populations et un modèle de dynamique de la végétation de Boudé. Ce modèle, nous avons construit le diagramme de classe suivant. Nous avions chaque troupeau, et chaque troupeau est possédé par un transhumant qui lui-même possède son réseau social, qui l'aide et lui permet d'avoir accès facilement aux différentes ressources pastorales. Enfin, nous avions le campement également dans lequel les transhumants pouvaient passer une nuit ou plusieurs nuits en fonction des événements sociaux qui pouvaient se présenter, les vétérinaires qui pouvaient apporter des soins aux troupeaux. Et le troupeau lui-même composé de plusieurs animaux. Et ensuite, les ressources pastorales qui sont l'eau et la végétation. Nous avions également le diagramme d'activité du pasteur entre le terroir d'origine et celui d'accueil et son diagramme d'activité en terroir d'accueil. Parce qu'entre le terroir d'origine et celui d'accueil, le pasteur sera amené à évaluer à chaque fois les conditions de son déplacement. Par contre, quand il est en terroir d'accueil, il va surtout essayer de voir est-ce qu'il y aura assez de biomasse pour une certaine période. S'il n'y a pas assez de biomasse dans cette zone, est-ce que je dois me déplacer? Et si je dois me déplacer, est-ce que la zone dans laquelle je vais aller aura assez de biomasse pour une certaine période? Si je dois me déplacer et arriver dans une zone dans laquelle une journée plus tard ou 2 journées plus tard, il n'y aura pas de biomasse, ce n'est pas vraiment nécessaire d'aller dans cette zone, mais c'est plutôt mieux d'aller dans une autre zone. Et jusqu'au début de la saison des pluies où les transhumants vont retourner dans leur terroir d'origine. Et à partir de la simulation de ce modèle, nous avons pu voir que lors de la phase allée, par exemple, de la transhumance, il est difficile de savoir dans le temps et dans l'espace à quel endroit les troupeaux seront. Les troupeaux se retrouvent partant de leur terroir d'origine, qui est le polygone en haut, vers les terroirs d'accueil, qui est le polygone en bas. Les troupeaux se retrouvent un peu partout dans les différentes régions, dans l'espace. Durant la phase retour, par contre, il y a un mouvement un peu plus uniforme de remontée des troupeaux qui dépend surtout de l'arrivée de la saison des pluies. Si la saison des pluies revient assez vite, les troupeaux remontent en groupe. Il y a des premiers groupes qui partent et d'autres tardent un peu plus et après les autres partent, souvent juste avant la fin de la période déterminant le départ pour les troupeaux. Nous avons pu voir quel impact les troupeaux avaient sur la végétation. Nous avons pris de manière empirique un effectif de 200 troupeaux transhumants dans la région. Et chaque troupeau a un nombre de bovins d'environ 111, un nombre d'ovins d'environ 257 et un nombre de caprins d'environ 69 par troupeau. Nous avons pu voir en fait leur impact sur la végétation. Lorsque la proportion de végétation pâturable est de 0,3%, c'est-à-dire 30%, 0,3, c'est-à-dire 30% en vert, de
de 50% en bleu et de 70% en rouge. Nous avons vu en fait que l'impact du troupeau sur la végétation était faible, puisque nous sommes aux alentours de 1,2 exposant moins 4. Donc, le troupeau à lui seul impacte peu sur la végétation. Ce qui est en concordance avec les résultats, les observations d'Azuma, qui disait qu'en fait, les troupeaux transhumants émettaient peu de gaz à effet de serre et que ceci était beaucoup absorbé par la végétation. Parce que si le troupeau impacte peu sur la végétation, alors la végétation devrait rester énormément pour pouvoir absorber les gaz à effet de serre émis par les troupeaux. Mais il faut aussi tenir compte de l'impact de la microfaune, dont nous n'avons pas tenu compte dans ce modèle parce que nous ne pouvons pas en fait l'estimer. Nous n'avons pas de modèle qui nous permette de dire voilà comment la microfaune évolue et voilà comment elle impacte avec la végétation. Donc nous avons fait notre modèle sans tenir compte de la microfaune. Nous sommes intéressés uniquement à l'impact du troupeau sur la végétation comme un système fermé, spédo-isolé on peut dire. Et ensuite, nous sommes, avec les résultats du modèle précédent, nous nous sommes dit que c'était peut-être mieux d'analyser maintenant plus en profondeur l'impact du troupeau sur la végétation et quelle répartition en fait les troupeaux pouvaient avoir, quelle répartition spatiale les troupeaux pouvaient avoir en fonction de plusieurs motifs et pas uniquement en fonction du réseau social. Donc, nous sommes tombés sur le résultat de SI qui disait que pour les éleveurs sénégalais, la qualité des pâturages, beaucoup se déplaçaient en fonction de la qualité des pâturages et d'autres en fonction de l'eau et ensuite en fonction de d'autres conditions et que le réseau social, lui, intervenait en quatrième position. Nous avons donc tenu compte, pour cette analyse, nous avons tenu compte d'un facteur d'analyse précis. Nous avons construit deux branches ici dans laquelle nous avons tenu compte d'un facteur d'analyse précis. Soit on s'intéresse à la végétation, soit on s'intéresse à l'eau, soit on s'intéresse au réseau social, soit on s'intéresse à certaines conditions telles que les vétérinaires. Nous avons ensuite maillé notre espace en des grilles d'environ 10 fois 10 km. Et nous avons pris un effectif de troupeaux transhumants connus. Nous avons utilisé des sous-modèles de dynamique de population, de dynamique de la végétation, et nous cherchons en fait à déterminer des cas de densité de troupeaux transhumants ainsi que l'impact que ces troupeaux peuvent avoir sur la végétation. Nous avons ici pensé qu'il serait intéressant d'avoir deux branches pour ce modèle. Une branche où nous allons étudier les différents facteurs un à un et une autre branche où nous allons essayer de mettre les facteurs 2 à 2 ou peut-être plus. Là, dans la branche 2 à 2, nous pouvons étudier l'impact des déplacements des troupeaux sur la végétation et quelle répartition ceux-ci ont dans l'espace et dans le temps en fonction de la végétation et de l'eau, par exemple, ou en fonction de la végétation et du réseau social, ou en fonction de l'eau et du réseau social. Mais nous comptons nous intéresser beaucoup plus sur l'impact de la végétation de qualité et de l'accès à l'eau. Parce que, en fait, lorsque les troupeaux se déplacent en fonction de leur réseau social, le réseau social, en fait, facilite l'accès aux troupeaux, aussi bien à la végétation de la zone dans laquelle ce réseau social se trouve et aux ressources en eau dans laquelle ce réseau social se trouve. Donc, une fois qu'on parle du réseau social, en fait, c'est comme si on agrégeait, en fait, l'effet qu'on pouvait avoir sur la végétation et la végétation de qualité et l'accès à l'eau. Ce qui fait que mettre le réseau social dans la végétation de qualité et l'eau n'est pas vraiment très efficient. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelques petits problèmes. Sheikh est bloqué. On voit sa souris bouger. Sheikh, est-ce que tu nous entends? Oui, oui, je vous entends. Ah, alors, ta vidéo est bloquée et Ouais. sur ton écran, il y a un puzzle mort. Oui, il y a un peu de mot. C'est la même chose que je vois ici. Voilà. Peut-être coupe ton plein écran et relance le partage d'écran. D'accord.
Essaie de recharger la... Je crois que tu es dans le navigateur, essaie de recharger le navigateur. Et j'ai rechargé ça. Ok. Tu étais à la slide 24 ou 25. Quatre. Tu me dis quand tu peux passer à ça. D'accord. En utilisant ce modèle, nous avons vu que les troupeaux impactaient peu sur la végétation, en considérant uniquement l'impact des troupeaux sur la végétation comme système fermé. Nous n'avons pas tenu compte de l'impact de la microfaune sur la végétation parce que nous n'avions pas en fait de modèle qui nous permettait de prédire comment la microfaune allait impacter sur la végétation. Nous l'avons donc exclu de notre modélisation. Slide. Pour le modèle d'analyse spatio-temporelle des facteurs de déplacement, nous avons pris comme condition initiale les facteurs d'analyse précis. Pour ce modèle, nous voulons nous intéresser à analyser les déplacements spatio-temporels des troupeaux en fonction de motifs de déplacement ou en fonction de plusieurs motifs de déplacement, en subdivisant l'espace de déplacement en des mailles de 10 km x 10 km. Et pour ce modèle, nous avons utilisé des sous-modèles mathématiques de dynamique de population et de dynamique de la végétation. Les résultats que nous attendons à travers ce modèle, c'est des cas de densité des troupeaux transhumants et aussi de déterminer l'impact des troupeaux transhumants sur la végétation en fonction du facteur d'analyse ou des facteurs d'analyse considérés. Slide. Pour ce faire, nous avons subdivisé ce travail en deux branches. Une branche à laquelle nous allons faire une analyse suivant un seul facteur, soit la végétation, soit l'accès à l'eau, soit l'accès aux soins, c'est-à-dire les vétérinaires, soit l'évitement des perturbateurs, soit le déplacement en fonction des réseaux sociaux. Et nous allons essayer de faire ce modèle de manière assez générique pour qu'il soit généralisable en fait aux autres régions du Sahel. Là, ça permettrait aux gens de pouvoir savoir, par exemple, comment placer les fourrages. Est-ce que pour placer les fourrages à l'espace, il faut mailler l'espace comme ce qu'on l'a fait au Sénégal ici, placer des fourrages à une certaine distance. Généralement, au Sénégal ici, les fourrages sont en milieu pastoral à la distance de 15 km chacun. Ou faut-il placer les fourrages au niveau des différents villages en fonction de l'habitude de déplacement des transhumants ou non? Et ensuite, nous nous sommes dit que ce serait intéressant de faire une analyse bifactorielle en fonction des déplacements de troupeaux transhumants, en fonction de la végétation, de qualité et de l'accès à l'eau. Là, nous n'avons pas pensé utile de joindre les réseaux sociaux parce que nous nous disons que les réseaux sociaux facilitent l'accès en fait des transhumants à la végétation et à l'eau. Donc, nous avons vu que les mettre à ce niveau serait redondant. Slide. De ce fait, nous avons fait des premières simulations en tenant compte de la végétation. L'espace, nous avons subdivisé cet espace en mailles. Cette couche morphopédologique est issue des données du PPZS, le pôle pastoral zone sèche, où nous avons reçu des SIG préalablement faits de la zone entre le Ferlo et le bassin arachidier. Et nous avons utilisé ces données parce que ça nous permet en fait d'avoir une végétation réelle de milieu d'études. Nous aurions pu simuler la végétation, mais nous avons trouvé que rester dans les données réelles serait plus intéressant. Et là, nous avons en haut le polygone orange, en haut est la zone d'origine ou le terroir d'origine. Et là, c'est le terroir d'accueil. Et plus les cellules de végétation plus vertes, plus la végétation de qualité dans les cellules. Et les cellules bleues représentent des cellules où la végétation n'est pâturable qu'en période sèche, parce que ce sont des zones inondables. Et donc, nous allons faire déplacer les animaux transhumants en fonction de leur stratégie qui tient compte prioritairement de la végétation dans ces zones. Slide. Nous avons obtenu ces cartes de densité des troupeaux transhumants. Nous n'avons pas encore effectué une analyse succincte des cartes de densité
parce que nous venons juste de terminer leur conception. Nous devons procéder à l'analyse, l'interprétation et à la validation par les experts. Et nous comptons faire cette validation à la fois par les experts, mais aussi à travers de faits stylisés que nous allons recueillir par des traces de colliers GPS qui ont été placés sur des transhumants effectuant leur transhumance dans cette zone d'étude. La deuxième branche dans laquelle nous allons faire une analyse en tenant compte de 2 facteurs est en cours de conception. Slide. En perspective. Slide. Slide. Ouais, ça met du temps à venir, mais elle est là. Tu peux commencer à parler si tu veux. C'est que ici, nous nous intéressons au déplacement des troupeaux transhumants et que nous avons tracé des cartes de chemin. Nous nous disons qu'il serait possible de pouvoir prédire les différentes cartes de densité des troupeaux transhumants en utilisant des réseaux de neurones qui tiendront compte en fait du facteur d'analyse utilisé. Et pour les chemins de déplacement des troupeaux transhumants, nous disons que nous pouvons affiner en fait le déplacement des troupeaux transhumants. Nous pouvons affiner notre analyse et descendre même à l'échelle même du chemin. Et là, nous pourrons avoir avec exactement Allô, Chèque? On ne t'entend plus du tout. J'essaie de l'appeler. D'accord. Bon, on t'entend bien. Je ne sais pas si tu vois les slides. Oui, On te je laisse vois les terminer. slides. D'accord. Parfait. Donc, nous nous sommes dit que, vu que pour les travaux précédents, nous les avons faits à une échelle différente de celle du chemin, nous nous disions qu'il serait intéressant d'essayer de modéliser et de déterminer les chemins même que prendraient les troupeaux transhumants. Et pour ce faire, vu que nous avons déjà une formalisation sous forme de graphes, nous pouvons réutiliser ce graphe avec cette fois-ci des graphes plutôt dynamiques, dont les nœuds et les arêtes pouvaient s'ajuster en fonction de zones d'intérêt. C'est-à-dire que si nous considérons que les troupeaux se déplacent, par exemple, en fonction de la végétation, nous pouvons rajouter l'élément point d'eau et aussi les éléments marchés que nous prendrons comme point d'intérêt et utiliser le formalisme de graphe de Voronoi pour pouvoir tracer les différents chemins. Les chemins correspondront en fait aux liens que nous aurons entre les différents nœuds, entre les différents graphes. Les chemins seront donc des arcs du graphe et ces arcs pourront se supprimer ou être créés à nouveau en fonction du tarissement de points d'eau ou de la disponibilité ou de la non-disponibilité de certains marchés. Et ça nous permettrait également de tenir compte des questions de sécurité au niveau du Sahel et des saisons à forte pluviométrie et à pluviométrie plutôt faible. Slide. Je vous remercie de votre attention. Je reste ouvert pour toute contribution et pour toute question. Merci beaucoup pour tes présentations et ton acharnement malgré tous les problèmes techniques qu'il y a eu. Donc on va passer aux questions. On va essayer, comme Patrick a dit, de les faire un peu courtes, histoire de rester dans le créneau d'1 heure qu'on s'était donné. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Je vois que Franck Taillandier a une question. Oui, donc Franck Taillandier, merci beaucoup pour la présentation. J'ai trouvé ça très intéressant, très complet, il y avait beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que c'est un travail aussi qui est encore, voilà, qui contient beaucoup d'éléments intéressants.
Il y a un point, alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas trop fait attention, mais tu as parlé au début d'optimisation multi-objectif, de recherche opérationnelle, d'approche de ce type-là. Et comment elles sont couplées au modèle agent, comment elles sont utilisées dans le cadre de ce travail? J'ai pu effectuer la formalisation mathématique avec des problèmes d'optimisation. Et je comptais mettre ça, en fait, dans la formalisation du graphe. Mais maintenant, pour la partie modélisation, je n'arrive pas encore à faire le lien entre l'approche mathématique de recherche opérationnelle et le déplacement des agents dans un formalisme multi-agent. Je suis toujours en train de réfléchir et je me disais qu'il pourrait utiliser ce principe-là, en fait, dans un modèle à base agent en me disant que mes agents allaient se déplacer dans les différentes cellules de gamma et que chaque cellule, en fait, allait avoir les différents paramètres que j'ai dans mon problème d'optimisation. Et ainsi, maintenant, j'allais essayer de voir maintenant comment comparer les résultats que j'ai avec le modèle de déplacement des agents avec le modèle d'optimisation et ceux de déplacement des agents en fonction de certains facteurs. Et ce qui me bloque à ce niveau, c'est la question de l'exploration. Je ne sais pas s'il faut que je fasse une exploration avec des algos génétiques ou avec un autre formalisme. Et c'est à ce niveau que je suis bloqué. D'accord, merci. Ouais, après, il faut voir si tu vas positionner ton pôle sous forme d'une optimisation multi-objectif après les algos génétiques où ça va bien marcher parce que c'est un problème là qui est complexe avec des éléments discrets. Donc, je pense que c'est plutôt le type d'approche à apprendre. Mais je pense quand même que les résultats sont différents parce que là, tu vas trouver peut-être des tracés optimaux alors que dans la vraie vie, les gens ils choisissent des tracés qui ne sont pas forcément optimaux, j'imagine. Enfin bon. C'est à voir, en tout cas, c'est à explorer, hein, pourquoi pas. Je vais laisser la parole aux autres. Hein. Dans le chat, il y a Myriam qui a posé une question. Elle te demande, tu parles d'aller voir le vétérinaire. Est-ce que ça veut dire que tu prends en compte la santé d'une certaine manière? Oui, je prends en compte la santé. Puisqu'on dit que les animaux, souvent lors des déplacements, ils ont besoin de faire vacciner les animaux pour ne pas subir de lourdes pertes d'animaux. Ok, du coup, tu sais que statistiquement, il y a tous les temps ou tous les déplacements, il y a un point clé d'aller voir le vétérinaire et du coup, ils vont forcément passer par cet endroit-là pour aller. Oui, oui. Merci. Patrick, tu as une question? Alors, j'avais deux petites questions. Alors, une très simple, c'est juste pour savoir, tu es en quelle année de thèse déjà en ce moment? C'est juste une Je suis en question de deuxième année contexte. de thèse. D'accord. Non, mais voilà. En tout cas, merci pour la présentation. J'avais juste une question. J'avais plein de questions, mais j'en posais qu'une seule pour l'instant. Au terme tu parles de reproduction de tes animaux. Est-ce que tu as un cycle de reproduction vraiment détaillé ou est-ce que tu as juste une fonction extrêmement simple de reproduction dans ton modèle agent? J'ai un cycle de reproduction. Il y a le taux de fécondité des animaux, il y a leur taux de prolificité et aussi il y a l'âge de reproduction des différents animaux. Merci. Merci pour la question, Patrick. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions à poser. J'ai une question, j'en profite pendant c'est quelqu'un d'autre, Ah ouais. le temps que quelqu'un d'autre Vas-y, lève la vas-y, main. pour l'instant, personne. Tu parles de réseaux sociaux. Comment tu prends quoi comme type de réseaux sociaux? Comment tu les génères, tes réseaux sociaux entre éleveurs? Est-ce que tu as des données réelles pour pouvoir construire tes réseaux sociaux ou est-ce que tu as pris des réseaux assez classiques, type Scalefree ou je ne sais quoi, ou Small World? Non, je n'ai pas eu de données réelles pour pouvoir le faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simulé en fait la présence du réseau social. Comme je connais l'espace de déplacement, je connais les terroirs d'origine et les terroirs d'accueil du transhumant. Ce que je fais, c'est que je fais apparaître les réseaux sociaux dans l'espace de simulation, un certain nombre. Je me dis, par exemple, quand le terroir d'origine et le terroir d'accueil, l'éleveur peut avoir entre 5 et 10 éléments de réseau social. Donc, j'affecte une variable aléatoire au nombre de réseaux sociaux qui peut apparaître. Donc, l'éleveur peut avoir un nombre aléatoire entre 5 et 10 éléments des réseaux sociaux, ce qui il va passer pour pouvoir avoir accès
et à la végétation et à l'eau jusqu'à atteindre son terroir d'accueil. Et dans le terroir d'accueil, il peut avoir un réseau social comme il peut ne pas avoir de réseau social. Il y a un document de DG Thibault qui dit qu'il y a 43% des transhumants qui ont un réseau social en zone d'accueil. Donc, j'utilise cette probabilité-là pour que le transhumant puisse avoir un réseau social en zone d'accueil. Non. Merci. Merci. Arthur, tu as une question? Ouais, merci Chèque pour la présentation, c'était cool, ça fait plaisir de voir. On se voit souvent, mais on se présente rarement nos travaux. Moi, j'ai une question vis-à-vis du. Enfin, tu as une démarche, et comme j'ai la souris, je vais montrer ce que je peux faire, qui a tendance à dire que tu fais la modélisation pour faire de la validation derrière. Et puis, quand tu nous montres des données, tu dis. Tu me dis que ça fit avec la réalité, mais finalement, tu ne montres pas de données. Et je pense que ça va. Enfin, c'est un peu un souci. Tu peux faire de la modélisation sans avoir forcément pour objectif de valider. Mais si tu me dis que tu valides et que tu ne montres pas de comparaison de tes données, de sortie de modèle et de la réalité, je pense que ça peut être je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais à mon avis, tu peux te faire taper sur les doigts vis-à-vis de ça. Notamment, tu nous parles des résultats d'Asuma, de Babylou. Bon, moi, je ne sais plus où il montre ce genre de choses, mais il faudrait peut-être au moins que tu le montres. Voilà. Et après, j'avais une autre petite question, c'est vis-à-vis de cette slide-là. Je ne sais pas si tu vois encore les slides. Tu me dis que à une échelle plus macroscopique, tu peux éviter les campements temporaires, mais finalement, et tu nous prends aussi l'hypothèse là que sur le chemin de transhumance, il ne manque pas de végétation. Moi, ça me paraît être une hypothèse assez forte et je ne suis pas tout à fait certain que ça colle. Et surtout, comme ta question, c'est l'interaction. Une de tes questions, c'est l'interaction entre le troupeau et la végétation, justement, et les écosystèmes en général. C'était une question de séquestration. Il faut que tu fasses vraiment gaffe à ça, je pense, à ne pas sursimplifier et du coup passer à côté d'éléments importants du modèle qui permettraient de répondre à la question. Voilà. C'est plus des remarques que des questions. Merci Arthur. Tchèque, peut-être tu veux éclaircir par rapport à la validation, à la comparaison aux données réelles? Ah oui. Je m'intéresse plutôt à la quantité que les troupeaux peuvent prélever sur la végétation. Les questions de séquestration de bilan carbone seront traitées par d'autres personnes. Ce qui fait que, et maintenant, pour la quantité de végétation prélevée par les troupeaux, Azuma disait plutôt que les troupeaux pastoraux prélevaient moins, impactaient moins sur la végétation par rapport à la microfaune. Et c'est ce que je suis arrivé à trouver en montrant en fait que l'impact des troupeaux sur la végétation était infinitésimal. Ce qui fait que là-bas, j'arrive à valider ce résultat. Ils n'ont pas déterminé les différents résultats à travers de différentes courbes. Voilà pourquoi moi, je fais maintenant la modélisation sur ça pour pouvoir arriver à tracer ces différentes courbes en partant des processus logiques du déplacement des troupeaux transhumants. Le modèle sur la démographie n'est pas terminé. Il est toujours en phase d'exploration. Voilà pourquoi il disait qu'il y avait des questions, qu'il soulevait des questions par rapport au nombre, à l'effectif des mâles comparativement à celui des femelles. Moi, c'était au moment où on observait que l'effectif des mâles pouvait être supérieur à celui des femelles. Or que sur le terrain, par exemple, on voyait que dans les troupeaux transhumants, les éleveurs même le disent, ils préfèrent vendre les mâles et garder les femelles. Et là, ça leur permet d'avoir généralement un mâle pour 10 femelles. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de questions à poser et à répondre. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Oui, dans un sens, mais du coup, fais gaffe aussi. Est-ce que finalement, je vais te poser une vraie question, est-ce que tu as un pattern ou des données auxquelles tu peux comparer les résultats de ton modèle qui te permettent de dire ce modèle représente à peu près la réalité ou au moins permet de reproduire ce pattern, donc je peux formuler la phrase que tu viens de formuler qui est « je valide les résultats de Asuma et al. Sur les prélèvements de végétation ». Est-ce que tu as des données à comparer, à valider, ou qui te permettent de valider ton modèle, par exemple? Ce n'est pas nécessaire, mais…
Non, à ce niveau, je n'ai pas de données qui permettent de faire la validation. Ce sera surtout une validation d'experts. Ils pourront dire effectivement, ils prélèvent autant ou ils ne prélèvent pas autant. C'est juste ce que je peux faire. Puisque pour le moment, il n'y a pas d'autres modèles qui disent voilà la quantité que le bétail prélève sur la végétation. Voilà telle quantité de bétail ne peut pas atteindre tel intervalle. Il n'y en a pas. Donc, ce sera surtout de la validation par les experts. Et même pour les cas de densité aussi, ce sera le même problème. C'est peut-être au niveau du modèle de démographie. Là-bas, il y a Moritz qui a développé un modèle de démographie en partant de phénomènes validés à l'échelle macro. Et moi, j'essaie de partir dans la branche 1 de phénomènes à l'échelle micro, à l'échelle des agents, où je vais tenir compte des caractéristiques de l'agent, l'âge de reproduction, le taux de fécondité, le taux de prolificité. À ce niveau, je peux essayer de valider ça avec ces données et aussi avec les données statistiques que nous avons concernant les taux d'accroissement que nous pouvons remarquer ici au Sénégal. Sinon, pour les autres modèles, je n'ai pas de données comparatives pour pouvoir faire ce type de validation. Ok, je crois que j'ai des papiers à te donner. T'as pas lu dans le Paligré? Myriam, tu as peut-être des infos, je sais pas si tu as décidé de donner à donner. Non, j'ai pas d'idée comme ça. Et en plus, je suis désolée, je vais devoir vous laisser. Merci pour la présentation. Merci. Ouais. Bah, merci pour la question et les réponses. Et je pense qu'on peut aussi terminer le webinaire, sauf si quelqu'un a une question vraiment très importante. Non, visiblement personne.